Bonjour, vous êtes sur CFM Radio. Dans le cadre de l'émission À bâton rompu, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jacques Molière, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Bonjour Jacques Molière. Bonjour. Jacques Molière, vous nous avez fait l'amitié de participer à cette émission où on va évidemment parler de l'agriculture dans tous ses aspects, tous les défis qu'elle a à relever aujourd'hui. Mais de manière globale, si vous deviez qualifier le climat dans lequel baigne l'agriculture aveyronnaise actuellement, que diriez-vous ? L'agriculture aveyronnaise se porte pas plus mal que les autres agricultures. Ça, c'est le premier élément. Elle a sa force, elle l'attire de sa diversité, à condition qu'on ne pose pas les systèmes entre eux et de les rendre complémentaires. C'est un des rôles de la Chambre d'agriculture d'ailleurs à ce niveau-là, de faire en sorte que tous les systèmes puissent voir le jour en Aveyron, en agriculture, qu'on reste sur des produits identitaires, avec une identité forte aveyronnaise, de qualité. Un mot, 50% de la production aveyronnaise en termes d'agriculture est fait sous signe officiel de qualité. Je crois que c'est un des points essentiels pour l'avenir qu'il faut préserver. Voilà, merci beaucoup. On va écouter un premier micro-trottoir qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne l'image de l'agriculture et des agriculteurs, puisque la question est justement quel regard portez-vous sur l'agriculture et les agriculteurs ? Mais l'agriculture, depuis un certain temps, connaît pas mal de remous, on va dire. C'est pas facile en ce moment pour eux, avec tout ce qu'on leur prévoit au niveau des changements. En même temps, ça serait bien qu'ils changent de pratique pour certains. Mais je suis agriculteur. On travaille beaucoup pour pas gagner notre vie. Aussi, il faudrait être un peu plus écolo que ce qu'on est. J'ai du mal pour eux, et ils ont du mal à se situer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser emporter par les industriels et tout. Pour moi, tout va très bien. Et pour eux, ils ont l'air d'aller aussi, d'apparence. Ils travaillent dur et moi je suis plus pour l'agriculture raisonnable et raisonnée que des grosses agricultures avec plein de pesticides et tout ça pour faire pousser les plantes. Moi-même, j'ai de la famille agriculteur. Ils sont obligés de faire de gros efforts pour maintenir l'activité. Sans dire de la développer vraiment, la maintenir c'est déjà pas mal. Le problème c'est que maintenant ces gens-là en vivent un peu mal. Il y a de plus en plus de taux de suicide chez ces gens-là. Ils n'arrivent même pas à vivre normalement vu qu'ils sont écroués de dettes. On travaille beaucoup pour gagner mal notre vie, quoi. Alors, il ressort quand même de ce micro-trottoir que l'image de l'agriculture en règle générale, c'est attaché à un manque de pouvoir d'achat et de revenus par rapport au travail réalisé par les agriculteurs. Est-ce que ça correspond à une réalité chez nous ? D'abord, l'agriculture, ce département, c'est d'abord un équilibre entre les hommes, qui l'affrontent tous les jours, les hommes et les femmes, bien entendu, l'économie et le territoire. C'est un lien étroit depuis la nuit des temps, depuis une génération ou deux. Et on essaye depuis de ma responsabilité, mais aussi de l'ensemble des organisations agricoles, de garder cette ligne de conduite, cet équilibre entre les hommes, l'économie et le territoire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur les productions d'une manière générale, je suppose qu'on va parler de la loi Egalim. Aujourd'hui, l'agriculture, il y a dans la part des produits agricoles 3 éléments essentiels. L'acte de production, l'acte de transformation, l'acte de production, ce que font les paysans, produire du lait, aller traire les vaches, traire les brebis, s'occuper de la viande, etc., faire des céréales. Ça, c'est l'acte de production tous les jours. Et ensuite, il y a l'acte de transformation avec les industries agroalimentaires, etc. Et il y a l'acte de commercialisation. Et on s'aperçoit depuis, malheureusement, plus d'une génération, et c'est vrai encore tous les jours, malgré la loi Egalim, j'espère qu'on pourra en changer, c'est que dans cette répartition de la valeur ajoutée entre ces 3 principes, l'acte de production est toujours la variable d'ajustement. C'est-à-dire si sur les marchés sont porteurs, on l'encède un peu à l'acte de production. Si les marchés ne sont pas porteurs, on réduit la valeur ajoutée sur l'acte de production à cause du poids de la grande distribution notamment, à cause aussi de la transformation qui quelquefois est devenue, s'est éloignée de l'acte de proximité. Et donc l'acte de production, l'acte du paysan est toujours mal revalorisé dans cet élément-là, et c'est dommage, et c'est ce qu'il faut changer si on veut maintenir une agriculture dans ce pays, une agriculture forte, et si on veut maintenir du pouvoir
par l'action alimentaire. Voilà. Alors justement, l'une des spécificités de l'agriculture aveyronnaise, c'est, vous l'avez cité, c'est la production sous label de qualité. Est-ce que la production sous label de qualité, elle est soumise aux mêmes contraintes par rapport à la pression exercée par la grande distribution ou l'industrie agroalimentaire ? Oui, elle est soumise sous certaines formes. C'est là où il faut faire très attention, mais elle peut. C'est là où on a les produits aveyronnais aujourd'hui. D'une manière générale, on a essayé depuis plusieurs années maintenant de les démarquer, de faire de cet Aveyron et des produits aveyronnais, quels qu'ils soient d'ailleurs, agricoles, avec une identité forte, une identité de qualité, etc., etc. Je crois que ça c'est vrai. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure parce que c'est par là qu'on récupérera de la valeur ajoutée pour l'acte de production. C'est par là aussi que dans la mission de l'agriculture et dans la vision qu'auront la société civile, qu'a la société civile de l'agriculture, on pourra, parce que je crois que dans l'assiette aujourd'hui, les gens réclament de l'identité par rapport aux produits qu'ils consomment. Ils veulent savoir ça, c'est fondamental. Voilà. C'est fondamental. C'est fondamental pour l'avenir. Donc, dans cet acte de production, les paysans aveyronnais, aujourd'hui, ont acquis la certitude qu'il faut identifier les produits de plus en plus fort. Je le disais tout à l'heure, la façon de produire, ne pas forcément opposer les systèmes entre eux. Chacun a droit à produire de façon différente. Ne pas opposer non plus les productions entre elles. C'est fondamental. Je le disais en termes d'ouverture. La force de ce département, d'abord de l'économie départementale d'une manière générale, au-delà de l'agriculture, c'est sa diversité. Et la force de cette agriculture départementale aujourd'hui, c'est les hommes, ces terres, le nombre d'exploitations important. Je rappelle qu'encore on est sur entre 8 et 9 000 exploitations agricoles et qui regroupent à peu près 10 500 agriculteurs ou agricultrices. Donc c'est la première économie du département. Et avec les emplois induits, c'est la première économie de ce département. C'est la première agriculture et agroalimentaire. Le département de l'Aveyron est en termes d'économie et d'emploi le premier en termes sur la plateforme régionale de 13 départements. L'agriculture et l'agroalimentaire de ce département représentent, en termes de poids économique et d'emploi, par rapport à l'agriculture de l'Occitanie, sur 13 départements, 22%. 22%, le département, rien que pour un quart de l'agriculture et de l'agroalimentaire d'Occitanie en termes de poids économique. Ouais, c'est et énorme. Grâce à l'élevage, cet élevage, c'est un élevage de qualité. On a fait de gros efforts depuis maintenant plusieurs années, on a fait de gros efforts sur la transparence, on a fait de gros efforts sur l'environnement, puisque aussi, je crois que tous nos bâtiments d'élevage sont quasiment aux normes dans ce département, maintenant, de plus en moins. Il en reste bien quelques-uns, mais on a fait de gros efforts, on est allé chercher des crédits pour que les agriculteurs puissent se mettre aux normes. Je rappelle qu'en termes d'environnement, vous y avez fait allusion tout à l'heure, l'Aveyron est le seul département de France où on a retiré des communes des zones vulnérables. C'est-à-dire, zone vulnérable, c'est le taux de nitrate dans l'eau, qu'elle soit l'eau de surface ou l'eau souterraine. Et parmi la France entière, le seul département en France où on a retiré 75 communes qui étaient classées au préalable en zone vulnérable, c'est le département de l'Aveyron. D'où les efforts qu'ont fait les paysans en termes d'environnement et d'équilibre. Je crois que l'agriculture de ce département est bâtie sur un équilibre. Donc là, je le disais, la Chambre d'agriculture est un peu le garant, mais il faut préserver ça et surtout continuer à que chaque agriculteur, quel qu'il soit, quelle que soit son option pour choisir une production ou une autre, il a droit à une chance. Et l'esprit d'entreprendre est plus important que tout le reste. Est-ce qu'on vit bien en Aveyron de l'agriculture quand on est sur son exploitation, quand on n'a pas trop de crédit non plus, parce que je crois qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. L'investissement, c'est un peu ce qui grève le revenu des agriculteurs. Alors, bien sûr qu'en agriculture, il faut toujours investir, malheureusement, ou je dirais, mais heureusement aussi, parce que c'est aussi préparer l'avenir. Je crois que dans la mission des jeunes et de l'accompagnement des services qui sont liés à l'agriculture, c'est d'inciter les agriculteurs, les jeunes agriculteurs qui s'installent. Je rappellerai à ce niveau-là qu'en 2018, l'Aveyron est le premier département de France au nombre d'installés en jeunes agriculteurs. Donc ils ne sont pas dégoûtés, les jeunes de l'agriculture. Ils ne sont pas dégoûtés, et je rappelle que c'est en agriculture où on a le moins de déchets, si je puis m'exprimer comme ça. C'est-à-dire,
on a le moins de personnes qui arrêtent au bout de 5 ans l'activité professionnelle qu'ils ont choisie. Dans d'autres secteurs de l'économie, qu'ils soient artisans, commerçants ou autres, il y a un turnover beaucoup plus rapide qu'en agriculture. Les gens, quand ils s'y engagent, ils sont accompagnés et il faut les rendre le plus autonomes possible. Et si j'avais un mot à dire aux jeunes agriculteurs aujourd'hui qui s'installent, c'est le maître mot, c'est de la gestion. C'est des véritables chefs d'entreprise, quelle que soit la production, qu'on fasse 2 millions de chiffre d'affaires ou qu'on fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires, peu importe. Le maître mot, c'est de gérer son entreprise de la façon la mieux possible sur les marchés, quels qu'ils soient, et de rester sur une agriculture identitaire. Et rester aussi libre et donc dégagé aussi de la pression des banques qui peut s'exercer quand on a de gros emprunts. Oui, mais je crois qu'il y a ici, dans ce département, une façon de travailler entre les organisations agricoles qui est importante, y compris avec les banques. Quand j'ai accepté de reprendre la Chambre d'agriculture il y a une dizaine d'années, je crois que j'avais posé 3 conditions à l'époque. La première, c'était l'unité professionnelle. Pour moi, c'était fondamental, et c'est toujours fondamental. Ça, je l'ai appris de mes aînés, une génération ou 2 générations avant moi, les anciens qui avaient dirigé ce département dans les années 70-80, notamment, pour ne pas le citer. Et je l'ai appris d'eux. La première des choses, c'est l'unité départementale, ce que j'essaye d'appliquer, ce qu'on essaye d'appliquer tous les jours. On peut se dire des choses, mais l'important, c'est, en dehors de ça, être capable de faire bloc pour l'intérêt collectif. Ça, c'est le premier élément. La deuxième, c'est de faire en sorte que les services qui accompagnent l'agriculture, et les banques notamment, il y ait une certaine complémentarité entre ces services-là, que ce soit la comptabilité, la technique ou le banquier, etc. Une certaine faire en sorte de complémentarité pour accompagner au mieux les entreprises agricoles. Et je crois que, ma foi, quand on regarde les chiffres sur les départements qui nous environnent, qui nous entourent, le département de l'Aveyron est celui qui investit le plus en agriculture et qui, ma foi, a le plus grand nombre d'exploitations agricoles aujourd'hui, renouvelle les générations. Et alors, tout n'est pas rose, bien entendu, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité, il faut travailler. Il y a des raisons d'espérer dans le secteur agricole. Les agriculteurs avéronais savent combien comme le travail est le maître mot de tout. Et je crois que l'Aveyronais, en premier lieu, est quelqu'un qui a un âme de travailleur et d'entrepreneur. C'est bien pour ce département, c'est bien aussi pour les objectifs. Voilà. On va faire une petite pause musicale. Vous nous avez proposé, pour le morceau que nous allons écouter, Florent Pagny, Ma liberté de penser. Alors, pourquoi ce choix ? Bon, tout simplement parce que d'abord, j'écoute la chanson française en priorité, mais d'une manière générale. Et puis, ma liberté de penser, parce que je crois que quel que soit, on peut être différent dans la vie, mais chacun a le droit de penser et il faut se respecter les uns les autres. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer en Aveyron, dans la vie de tous les jours, d'une manière générale, qu'elle soit économique au sens large aveyronnais ou restant sur l'agriculture. Voilà. Nous écoutons Florent Pagny. Ma liberté de penser. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans l'émission À bâton rompu sur CFM avec le Villefranchois, le studio Vernet et la Minute Villefranchoise. Nous accueillons Jacques Molière, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Nous venons de parler de l'image de l'agriculture aveyronnaise et des réalités qui se cachent derrière c'est cette image où on voit souvent le monde agricole plutôt morose et confronté à de grosses difficultés. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les défis qui se posent au niveau de l'international pour l'agriculture, parce qu'on est à la croisée des chemins en termes de mise en place de marchés internationaux. On peut parler du CETA qui va nous mettre qui va ouvrir le marché aux produits canadiens, mais il y a aussi le Mercosur qui va lui ouvrir le marché européen aux produits venus de l'Amérique du Sud. Alors justement, il y a une mobilisation du monde agricole autour de ces sujets-là. Nous avons posé la question auprès des Villefranchois concernant la mobilisation des agriculteurs. Est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser contre l'ouverture de ces marchés ? On écoute ce deuxième micro-trottoir.
Mais bien sûr, parce que déjà on ne peut pas vendre notre viande. On essaie de faire une agriculture le plus propre possible, de la traçabilité, et puis on rentre de la viande presque impropre à la consommation. Ils ont raison, il faut garder une agriculture avec un développement local, un marché local. Oui et non, parce que si on exporte, ça fait du bien à la balance économique. Il faut qu'il y ait autant d'imports que d'exports. C'est un discours qui ne tient pas debout, on leur demande pas mal de choses. On est un pays agricole depuis la nuit des temps, depuis jadis. Il faut qu'on fasse revendiquer notre spécificité française. Moi je pense qu'il faut qu'ils stoppent tout ça, avec ces pays-là qui pensent juste aux grosses industries. Moi je pense qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Déjà acheter de l'exporté, je trouve pas ça très propre. Si on peut essayer de consommer local, c'est bien mieux que de consommer de l'exporté qui pollue beaucoup. Pourquoi acheter des choses qui sont mal faites ailleurs et alors qu'ils sont très bien faites en France, et pourquoi nous, pauvres citoyens, voulons toujours consommer moins cher, mais moins cher ça veut pas dire de bonne qualité. Si en plus on fait rentrer des marchés vraiment extérieurs à l'Europe, ça va forcément compliquer les choses, les échanges, et la survie de nos agriculteurs en dépend, quoi. Alors, un paradoxe, voilà. On est sur le consommer local et tout ça, et puis on va aller chercher de plus en plus de denrées alimentaires à l'autre bout du monde. Alors déjà, sur le plan écologique, on peut dire que ce serait quand même assez désastreux, mais en plus, on met en concurrence des productions locales de qualité avec des productions dont on ne peut pas vérifier véritablement en termes de traçabilité ou en termes de production, de méthode de production, la façon dont c'est réalisé. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que d'abord nos auditeurs voient juste? Est-ce que vous partagez leur opinion? Tout à fait, je partage d'abord leur opinion, et deuxièmement, j'ai toujours pensé que il valait mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est-à-dire que l'agriculture de ce pays soit soumise aux mêmes règles que dans des marchés internationaux que les pays d'Amérique latine, etc., aux mêmes règles. Pourquoi pas à une condition, c'est que les règles soient identiques pour tout le monde. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas en termes de normes. C'est pas le cas en termes d'environnement. C'est pas le cas en termes d'alimentation. Ce n'est pas le cas. Donc à partir de là, il faut absolument éviter que l'agriculture française, qui est une agriculture, en tout cas celle de l'Aveyron et celle d'Occitanie, diversifiée et de qualité, ne viennent se confronter à une agriculture qui vienne de je ne sais où, etc., et qu'on brade cette agriculture-là auquel nos prédécesseurs tenaient tant, et nous tenons tant, et les Français tiennent, qu'on brade cette agriculture et ces agriculteurs contre des marchés extérieurs, l'automobile pour ne pas la citer, ou je ne sais quoi. Et donc ça, c'est le premier élément. Sur le CETA, c'est une erreur de nos députés, c'est une erreur du gouvernement en place. Et de l'Europe, parce que là, il n'y a pas que... Et de l'Europe, bien sûr. Et je rappelle que sur le Mercosur, le président de la République s'est engagé à ne pas le signer. Donc on va voir. Moi, j'attends de voir. Ou alors les engagements d'un président de la République, ça tienne toujours, ou alors c'est pas la peine, quoi. Donc je rappelle. Parce qu'avec le Mercosur, alors là, ça va être quand même un autre problème. Ça va être plus compliqué encore. Ça va être plus compliqué le Mercosur que le CETA, puisque les pays, ça confronte directement notre agriculture. Et c'est là où, en termes d'orientation dans ce département, puisqu'on est là aussi pour parler, bien sûr, en priorité de l'agriculture aveyronnaise, c'est de garder cette identité. Cette identité qui aurait dit que la viande d'Aubrac, pour ne pas la citer, se vendrait dans les quatre coins de Paris, etc. Alors aujourd'hui, on a des marchés de proximité, et c'est ce qu'il faut viser. Par exemple, sur Toulouse, sur Montpellier, 60% de la viande consommée vient d'ailleurs de France. Viennent pas de France, d'ailleurs, viennent d'Allemagne. C'est déjà une réalité, quoi. Donc il y a des marchés à prendre là-dessus. Ouais. Je rappellerai que, par exemple, sur Occitanie, 60% de la production porcine d'Occitanie, qui est abattue en Occitanie, 60% provient à l'extérieur de l'Occitanie, et 50% ou même plus, 70%, entre 50 et 70% de la viande de porc consommée en Occitanie vient d'ailleurs. Donc il faut récupérer ces marchés, et il faut récupérer avec des marchés de qualité et chercher
comme dans d'autres secteurs de l'économie, on a cherché l'identité française. Cherchons d'abord à l'identité aveyronnaise, à la préserver, à la conserver, cette identité aveyronnaise qui est gage de qualité. Mais au niveau de la France et de l'Occitanie notamment, il faut aussi avoir cette ligne de conduite, la recherche de valeur ajoutée par la qualité, c'est clair. Et il y a un problème de qualité, c'est vrai, mais il y a aussi un problème d'environnement, parce que comment on peut nous expliquer que de faire venir de la viande de buffle qui a été élevée dans la Pampa au Brésil après avoir déforesté la forêt amazonienne, c'est mieux que de manger de la limousine produite en Aveyron. Voilà, donc il y a un vrai problème quand même. Il y a un problème, si vous voulez, au niveau de législation au niveau européen, c'est clair. Il y a un problème tout le temps. On fonctionne dans ce pays ou au niveau de l'Europe en termes d'image. On sacrifie le diesel contre les voitures alors qu'ici c'est nécessaire, alors qu'on sait très bien que les tankers qui amènent des pays qui parcourent les mers du monde, qui naviguent sur les mers du monde sont beaucoup plus polluants. On ne regarde pas ces chiffres-là. On fonctionne dans ce pays en termes d'image. C'est une erreur fondamentale. Revenons les pieds sur terre un peu en termes d'orientation et faisons en sorte que cette ruralité, je parlais tout à l'heure de cet équilibre entre les hommes, le territoire et l'économie. Eh bien, écoutez, la ruralité, dans ce département, on essaye, avec les politiques de ce département, bien entendu, de garder cet équilibre-là. Faisons en sorte que ce pays se réveille et sache que sa ruralité existe et a envie et peut vivre. Voilà. Oui, mais il peut vivre à condition que les consommateurs ne se jettent pas sur de la viande à bon marché sous prétexte que c'est pas donné non plus. Il y aura toujours on segmente comme la production est segmentée. Il y a aussi en termes de commercialisation, c'est segmenté aussi. Il y aura toujours des gens qui voudront se nourrir à bas prix, etc. Écoutez, par contre, il y a des cibles, il y a des gens qui rechercheront de plus en plus cette identité dans leur assiette, à savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment. Oui, mais pour cela, il faut l'identifier, il faut veiller à ce que l'étiquette... Aujourd'hui, en termes d'élevage, il y a de gros efforts qui ont été faits en termes d'identification, notamment dans nos régions, Massif central, l'Occitanie, et même au niveau de la France est un des pays qui respecte le mieux tout ça, le pays qui en termes d'identification a été toujours un précurseur. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des lobbies qui sont contre ça justement, parce que quand on identifie un peu trop ce qui est qui rentre dans la composition de certains plats cuisinés, par exemple, on a de suite l'industrie agroalimentaire qui s'insurge et qui dit non, surtout pas. Alors comment on sera assuré de ne pas manger de la viande qui vient du Brésil, par exemple? Il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai regardé une émission de télé qu'on va pas citer, peu importe, mais qui expliquait il n'y a pas très longtemps qu'on allait produire du steak rien qu'avec des matières végétales. Des cellules. Rien qu'avec des matières végétales, et qu'on allait chercher à copier le steak le plus près possible du steak que l'on connaissait aujourd'hui. Je ne comprends pas, moi. Moi, je ne comprends pas. Qu'on m'explique qu'on va faire des steaks d'origine végétale, mais qu'on ne cherche pas, après tout, s'il y en a qui ont envie de le consommer, c'est leur problème, pourquoi pas, hein. Mais qu'on ne cherche pas à copier le reste. Pourquoi copier le reste? Gardons cette identité des viandes françaises, des viandes qui sont sous signe officiel. Gardons une Aubrac restera une Aubrac, un Limousin restera un Limousin, etc. Et aux consommateurs de choisir ce qu'ils veulent manger. De la même manière que la loi Egalim oblige les cantines, les cuisines centrales à mettre un repas par semaine où il n'y a pas de viande. Oui. C'est une erreur, c'est une absurdité sans nom. Donnons le choix aux gens de choisir, qui leur permettent de dire mais je veux consommer de la viande ou je ne veux pas consommer de la viande, mais n'obligeons pas les gens à ne pas en consommer. Mais qu'est-ce que c'est ce pays? J'ai entendu qu'il y avait d'ailleurs une mobilisation et quelqu'un qui avait dit à ce compte-là, il faudrait qu'on impose aussi un repas au moins par semaine avec de la viande à tout le monde. Bien sûr. En contrepartie, quoi. Je ne comprends plus comment on fait. On pilote en fonction des médias, des modes, et alors que l'environnement en premier... On pourrait parler des énergies renouvelables, c'est de la même manière. Le département de l'Aveyron, c'est un des premiers départements en termes d'énergie renouvelable grâce à l'hydroélectricité. L'hydroélectricité dans ce département, c'est 10% de l'hydroélectricité au niveau national, 50% de l'hydroélectricité au niveau régional de l'Occitanie. Et quand on parle de l'eau, qui est l'énergie renouvelable la moins polluante, qui est la plus propre, aujourd'hui, on empêche de faire des retenues. On marche sur la tête. On est un département à énergie positive en termes d'hydraulique. Oui, je crois, on produit 2 fois ce que l'on consomme.
que nous consommons. Très bien, on va marquer une nouvelle pause musicale. Vous nous avez proposé cette fois-ci Pierre Bachelet, Les Corons. Alors pourquoi ce choix? On n'est pas à part si vous êtes de Caseville, du bassin, il y a les mines. Mais... Oui, et puis j'ai choisi des gens qui cherchaient cette identité de territoire toujours avec les hommes. C'est ce qui m'a guidé durant ma vie professionnelle et qui me guide toujours. Cet équilibre-là que j'évoquais tout à l'heure. Et ma foi, bon, pourquoi pas celle-là, quoi. On écoute Pierre Bachelet, Les Corons. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur CFM dans l'émission À bâton rompu en compagnie de Jacques Molière, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Nous venons de parler des marchés internationaux et des problèmes qu'ils peuvent engendrer en termes de concurrence déloyale et d'environnement. Nous allons maintenant évoquer la question de la qualité alimentaire et du respect de l'environnement et on écoute un nouveau micro-trottoir. Certains oui, comme partout. Après, les petits agriculteurs, je pense que oui, ou je me fais des fausses idées. Il y a tout en France, hein. Il y en a qui respectent, il y en a qui ne respectent pas. Hein. D'après ce qu'on envoie aux informations, il y en a qui ne respectent pas du tout. Après, ça c'est les magasins qui mettent des produits dedans et tout ça, mais après eux, ils font bien leur boulot. Hein. Je ne suis pas sans savoir que les mises aux normes de Bruxelles, qui sont sans cesse évolutives, elles ne sont pas là par hasard. On est quand même très surveillés d'un bout de la chaîne à l'autre. Il y a de plus en plus de normes, on les oblige à respecter. Bon, après, il y a des gens qui respectent moins. On a quand même une avancée par rapport à 20 ans. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience. Ça dépend lesquels. Il y a les pesticides horribles, là, Bayer ou Monsanto, qui font beaucoup de mal et qui nient les faits. Alors de plus en plus, pas assez, mais de plus en plus. On peut espérer de moins en moins de produits chimiques. La plupart des agriculteurs respectent ces directives, sinon ils s'exposent évidemment à des poursuites et à des peines. Ils ont toujours fait selon leurs moyens et ce qui était peu déjà. S'il y a quelqu'un qui respecte la nature et les traditions, c'est bien les agriculteurs. Hein. Mais aussi à côté, il y a les exploitants qui essaient de faire du bio. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on appelle du bio encore, je trouve. Je pense qu'il faut quelques années encore pour qu'il y ait vraiment une agriculture vraiment biologique et saine. Alors, est-ce qu'on produit d'abord, est-ce qu'on ne fait de la qualité que dans le bio ? Est-ce que l'agriculture aujourd'hui remplit le cahier des charges en termes de qualité alimentaire ? Est-ce que les pesticides, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les agriculteurs aveyronnais ? Alors, d'abord, on ne fait pas que de l'agriculture, que de la qualité avec du bio. Le bio est une des composantes qui peut être une composante de qualité, une agriculture de qualité. Je rappellerai que ce département est d'abord, on peut considérer que ce département, l'agriculture de ce département, est situé sur de l'agriculture raisonnée ou de l'agriculture durable, c'est clair. C'est ces équilibres-là que je citais tout à l'heure. On n'est pas intensif dans ce département, on est un département d'élevage avec une identité des races, des produits de qualité, 50% de la production. Le bio, aujourd'hui, le département de l'Aveyron est sur 10% des agriculteurs, du nombre d'agriculteurs qui sont orientés vers cette production. Ça monte sans arrêt ou c'est stable ? Ça monte chaque année. Alors, ce que je disais il n'y a pas très longtemps devant les gens qui ont choisi de faire du bio, c'est qu'il ne faut surtout pas le banaliser. Tant que ça restera avec une identité, pas une niche, un peu plus qu'une niche, mais que ça restera bien identifié, etc., comme une des composantes, moins de 20%, on va dire, ça restera un atout pour un pays, ça restera un atout pour l'agriculture de ce département, et pour les agriculteurs, ça aussi leur permettra de récupérer de la valeur ajoutée. Voilà. Si un jour on le banalise, ce que peut-être la grande distribution aura tendance à essayer de faire, eh bien écoutez, ça sera plus du bio, ça sera plus de l'identité, ça sera du tout venant, si on peut le dire comme ça. Mmh. Et je rappellerai que, en tout cas, dans ce département, je vais lire sous forme de boutade, mais sans citer le pays ou les pays, je préfère le conventionnel, où les consommateurs doivent préférer le conventionnel qui est chez nous, qui est produit chez nous, c'est-à-dire sur des normes de qualité, etc., avec les labels, que n'ont pas le bio qui vient de certains pays et qui sont commercialisés par la grande distribution de ce pays, de France. Donc ça, il faut. C'est pour ça que quand on parle de bio, il faut voir de quoi on parle. Voilà. Il faut que les cahiers des charges soient harmonisés au niveau européen. Voilà. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, ce département est en recherche permanente de promouvoir son identité. Et aujourd'hui, c'est pas le mot Aveyron. Et que ce soit dans les grandes villes de France ou ailleurs, l'identité des produits aveyronnais est reconnue.
est reconnu en termes de qualité. Je crois qu'il faut continuer dans ce sens-là. C'est en tout cas ce que je conseille aux agriculteurs. Est-ce qu'on produit, alors on a parlé des pesticides, enfin, quelqu'un a parlé des pesticides, alors l'Aveyron, comment se situe l'Aveyron par rapport aux pesticides? Alors de ce côté-là, on en balance partout, c'est quoi le truc? On a de leçons à recevoir de personnes, puisque je vais citer un chiffre qui a été publié par la presse. L'Aveyron, l'agriculture de ce département est au 89e rang des départements de France en termes d'utilisation des pesticides ramenés à l'hectare. 89e rang sur une centaine de départements, même pas. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Donc l'Aveyron, de ce côté-là, en termes de pesticides, en termes d'équilibre. Mais par rapport aux pesticides, de manière générale, aux pesticides ou aux produits phytosanitaires, plus exactement, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Je crois que l'erreur, encore une fois, c'est que c'est du tout ou rien dans ce pays. C'est-à-dire où on place le curseur d'un côté, ou on le place de l'autre côté. Et dans toute notion, on parlait tout à l'heure d'économie, on parlait de tout ça. C'est une erreur. Je pense que bien pris, dans ce pays, on pourrait trouver des équilibres. Peut-être que c'est du dose à l'écart, peut-être qu'il faut réduire en termes d'hectares des dosages, peut-être qu'il faut le penser différemment, peut-être qu'il faut... Aujourd'hui, il y a une agriculture qui perce dans ce département qui est bien allée, c'est une agriculture de conservation des sols. À propos des conservations des sols, parce que là, pour le coup... Sauf que l'agriculture de conservation des sols, il faut utiliser un peu de produits phytosanitaires. Parce qu'il y a une grosse polémique qui fait jour actuellement, c'est cette histoire de bande là, de réserve, on va dire, sur l'emploi des produits phytosanitaires ou pesticides, peu importe comment on les appelle. Mais le monde agricole, enfin le syndicat, la FNSEA, pour ne pas la nommer, se mobilisait très fortement pour éviter qu'on impose des bandes on va dire, de sécurité auprès des habitations ou des lieux sensibles. Est-ce que, d'abord, est-ce que vous partagez cette opposition-là? Et puis, qu'est-ce qui fait que, justement, on ne pourrait pas appliquer une bande de 5 mètres, 10 mètres? Enfin, c'est pas à moi de fixer la distance. Je crois que le problème, c'est il y a deux éléments. Il y a la règle et il y a les pratiques d'élevage. Dans la réglementation, il faut, quand les pratiques d'élevage quand les pratiques de culture sont bien appropriées, etc., ça ne gêne pas de s'approcher de plus près. Écoutez, c'est un équilibre qui est trouvé. Et puis, par exemple, les gens qui épandent du fumier ou du lisier très proche, s'ils retournent les terres le lendemain ou le jour même, ça ne pose pas de problème, quoi, même qu'ils soient très proches des habitations. Par contre, c'est donc la règle qui, aujourd'hui, il faut peut-être mesurer les doses, peut-être mesurer, etc., mais ne pas le faire à grand vent, etc., tout ce que vous voudrez, bien sûr. Et il y a l'esprit dans lequel ça se fait, et la pratique agricole. Mais ça, comment on n'a pas de mètre pour mesurer l'esprit ni la conscience de chacun, quoi. Ouais, mais je pense qu'à ce département, je vous ai cité un chiffre tout à l'heure, 89e rang. Oui, mais bon, j'estime qu'on a de leçons à recevoir de personnes. La loi ne s'appliquerait pas qu'aux Aveyronnais. Je sais que c'est quand même très, très largement le secteur de la viticulture qui est visé par ces arrêtés et on va dire, ces périmètres de protection, notamment aux abords des écoles et ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique aussi de ne pas essayer de balancer les produits phytosanitaires? C'est le même débat qu'on avait tout à l'heure. C'est pas le tout ou rien, quoi. C'est un équilibre entre les gens qui habitent ce pays et les gens qui font de l'activité économique. On pourrait l'appliquer, cette norme ou cette discussion-là, on pourrait l'appliquer à certaines industries, on pourrait l'appliquer à bien d'autres. Oui. Moi, je rappelle que on a les gens, les actes de production, les producteurs dans ce département ou ailleurs ont le droit, c'est un équilibre d'être présent, d'activité économique. Et tout à l'heure, je laissais le soin à personne de penser pour eux. Par contre, il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles de bon voisinage qui fait que on vit pas tout seul sur la planète et on n'est pas au milieu des singes. On est là pour vivre avec les gens qui nous entourent. Il y a quand même des images frappantes. Alors bon, certes, ça n'a pas dû se passer peut-être très souvent ni partout, mais où on voit un agriculteur habillé en cosmonaute avec deux rampes de produits chimiques et qui se balade à quelques dizaines de mètres des maisons ou des écoles. Donc là, vous savez, non, mais d'abord, vous
Ça n'a pas dû se passer. Vous ne devez pas voir beaucoup ça dans le département. Non. Et dans la première des choses. Par contre, moi, je vois des processus de désamiantage, etc., où le département, j'en ai encore sur ma commune en ce moment, où le risque, on prend plus que le risque zéro, on évite. Le risque zéro n'existe pas, mais on veut laver toujours plus blanc que blanc, quoi. Et donc, à un moment, alors qu'ici, on lave plus blanc que blanc dans ce pays, alors que dans d'autres pays, c'est à tout vent, sur des normes d'agriculture, etc. Je vais pas citer... Vous avez le sentiment qu'il y a une forme d'injustice, et que le monde agricole est désigné très régulièrement, pointé du doigt par rapport à la pollution, par rapport à l'intoxication, par rapport à ce truc. Il y a un agribashing, ça existe ? Ouais, ça existe parce que il y a des gens il y a des associations qui disent n'importe quoi, et on n'a pas la raison de dire qu'on pose le problème, qu'on regarde que la santé soit primordiale pour les gens qui vivent dans ce pays, bien entendu, qu'on regarde qu'on ne consomme pas des produits agricoles ou dans l'assiette des produits faits avec n'importe quoi, bien entendu. Mais qu'au nom de ça, on ne veuille pas passer d'une extrémité à l'autre. C'est toujours le même débat, quoi. Au nom de l'affichage en termes de communication, parce qu'il y a un politique ou parce que je ne sais qui, ou une association qui a décidé que, etc., il fallait que ce soit plus blanc que blanc. Eh bien, écoutez, on s'engouffre là-dessus et puis on oublie tout le reste. Moi, je pense qu'il y a des gens, y compris qui nous gouvernent dans ce pays, qui feraient bien de sortir de la ceinture parisienne et de venir voir comment ça se passe dans la ruralité. Il n'y a pas tant de problèmes qu'on voit en termes d'environnement. L'Aveyron est un département propre. Occitanie, c'est pas... Voilà. Alors, on est incohérent quand on veut refuser de faire des stockages en eau, et après on dit on va manquer d'eau au niveau alimentaire, d'eau potable, etc., etc. On est incohérent quand on regarde, on veut appliquer des normes qui sont 10 fois supérieures aux pays voisins sur un certain nombre de choses. Alors qu'on pourrait trouver un équilibre qui fasse que tout le monde est respecté, quoi. Voilà. Par rapport à l'eau, alors justement, je sais que c'est quelque chose qui vous agace un peu, parce que quand on parle de pollution dans les cours d'eau aveyronnais, quand on pointe du doigt la présence des nitrates, les poissons qui se baladent un peu le ventre à l'air, ça le donne de vous hérisser. Mais est-ce que l'agriculture, d'abord, a une part de responsabilité ? Si oui, est-ce qu'on peut la réduire ? Oui, ça le donne de m'hérisser parce que les agriculteurs ont fait des efforts, ici comme ailleurs. Et je le disais tout à l'heure, on mesure le taux de nitrate dans l'eau de surface et dans l'eau souterraine, dans les eaux souterraines. Et en fonction de cette mesure-là, on classe la commune ou un périmètre en zone minérale ou pas. Et je rappelle, je le disais tout à l'heure, l'Aveyron est le seul département en France où on a enlevé 75 communes, il doit en rester une cinquantaine à peine, de cette norme-là. Alors qu'Adour-Garonne, le secteur Adour-Garonne, qui est un secteur qui couvre l'Occitanie et Aquitaine, et écoutez, le seul département où on a enlevé des surfaces, c'était l'Aveyron. Donc là aussi, j'estime qu'on a des leçons à recevoir de personne, et que moi, je veux bien que, au nom de la pêche, au nom de ci, etc. C'est le même débat que tout à l'heure. L'équilibre, l'Aveyron, en termes d'économie, l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est la première économie de ce département. Et la deuxième, c'est le tourisme. Quand je dis aussi qu'on ne veut pas détruire ces éléments-là et que la Chambre d'agriculture se positionne contre le photovoltaïque au sol d'une manière générale, on le fait pour respecter cet équilibre-là, c'est-à-dire la production. Moi, j'ai une grande entreprise qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps me disant « Eh bien, écoutez, peu importe laquelle, nous, j'ai dit pourquoi ? Il n'y a aucune rentabilité sur le photovoltaïque au sol, l'énergie renouvelable. Expliquez-moi pourquoi vous voulez en mettre dans ce département ou qu'ailleurs. On veut en mettre parce que on veut se donner un peu de... Dans notre entreprise, c'est un pétrolier. Oui, il veut le verdir un petit peu. On veut se donner une image un peu verte. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? On fait n'importe quoi, encore une fois. Ben, ça veut dire qu'effectivement, les lobbies sont puissants. Puis vous parliez d'Adour-Garonne, qui dit Garonne dit Toulouse, et dit Toulouse, on parle de Claude Nougaro. Nous allons écouter pour cette pause musicale Claude Nougaro, Toulouse. Pourquoi ce choix ? C'est le régional de l'étape. Oui, j'aime bien, et puis voilà. Nous écoutons Claude Nougaro, Toulouse.
Vous êtes dans l'émission À bâton rompu sur CFM avec le Villefranchois, la Minute Villefranchoise et le studio Vernet. Nous accueillons aujourd'hui Jacques Molière, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Nous avons largement traité de l'agriculture en général et de l'agriculture aveyronnaise en particulier. Il est désormais temps d'écouter les questions que nous ont posées les auditeurs de CFM et du groupe Facebook La Minute Villefranchoise. Nous prenons une première question qui nous est posée par Guy. Est-ce que vous pensez que la culture du cannabis représente une opportunité pour l'agriculture aveyronnaise ? Alors le cannabis, la solution miracle pour l'agriculteur. Je ne crois pas que ce soit la solution miracle pour le département de l'Aveyron et pour l'agriculture de ce département. Voilà. Voilà, le chanvre a toujours été une culture, on va dire, assez répandue. Mais à l'époque, c'était du chanvre pour le tissu, non ? C'est ça ? Oui, c'était ça. Oui, mais je crois que il y a des productions qui ne sont pas référencées, en tout cas par la Chambre d'agriculture. Ces productions-là en font partie. Une autre question qui nous est posée par Joël. Bonjour, Joël de Villefranche-de-Rouergue. Voilà, je voudrais savoir le rôle exact de l'agriculteur dans le monopole des grandes surfaces, du bio, plus de clarté dans son rôle exact. Le rôle de l'agriculteur, malheureusement, dans les grandes surfaces, il n'en a pas beaucoup. Le débat est là-dessus, c'est-à-dire c'est comment reprendre, je le disais tout à l'heure, dans cet équilibre entre l'acte de production, l'acte de transformation et de commercialisation. C'est les grandes surfaces, c'est les centrales d'achat qui ont la part belle. Et tout le débat de la loi Egalim, tout le débat sur les marchés, les circuits courts, c'est de reprendre une partie de cette valeur ajoutée pour l'acte de production et faire que l'agriculteur il soit acteur aussi de la commercialisation. Ce qu'il n'était plus durant... Il y a bien des années, quand le grand boom de l'agriculture de ce pays a commencé, l'agriculteur, il était à la fois producteur, il était à la fois gestionnaire parce qu'il gérait ses affaires, et bien entendu, mais il était aussi commerçant. Il livrait son animal ou quel qu'elle soit, et il discutait le prix. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, malheureusement, quand on est sur du conventionnel, quand on est sur de la production de masse, l'agriculteur n'est plus acteur de la commercialisation et la valeur ajoutée, il est toujours le parent pauvre dans la clé de répartition de la valeur ajoutée. Ça lui échappe. Et c'est ça qui est fondamental. Il faut essayer, tout ce qui est fait aujourd'hui, ça tend à essayer de reprendre un peu de poids sur cet acte de commercialisation, ou tout cas de récupérer un peu de valeur ajoutée, un peu plus de valeur ajoutée pour que les producteurs, les agriculteurs puissent vivre décemment. On écoute une autre question qui nous est posée par Aurélie. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis de Villefranche et je voulais savoir en fait comment nous consommateurs, comment on pouvait s'y retrouver avec les grandes surfaces, savoir si c'était du vrai local ou si c'était autre chose. Problème de l'identification des marchandises. Alors il faut bien entendu regarder, je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est à la fois de travailler sous signe officiel de qualité quand c'est possible, mais c'est aussi de bien identifier des produits et leur provenance. Voilà. Et ça doit être sur le package, sur le produit. Le produit, ça doit bien être identifié. Et vous devez regarder ça en priorité, la provenance. Si vous savez que ça vient d'un producteur aveyronnais, c'est sûr que dans 99% des cas, vous n'avez pas de souci. Voilà. Et puis on peut les acheter directement au producteur aveyronnais. Ça bien entendu, aussi, c'est tout le débat aussi. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de producteurs aveyronnais aussi, ou d'Occitanie, ou de producteurs de manière générale, qui fournissent les grandes surfaces avec leurs produits bien identifiés. C'est ça le débat. Et demain, je crois qu'il faut être de plus en plus dans cet esprit-là. Une question de Daniel. Bonjour, je m'appelle Daniel et ma question c'est par rapport aux subventions. Entre les agriculteurs qui perçoivent, paraît-il, trop de subventions et ceux qui disent qu'ils n'en perçoivent pas beaucoup, quelle est la réalité ? Un serpent de mer. Alors, dans les années 90, il a été fait le choix. Avant les années 90, il y avait un problème de stabilisation, de stabiliseur sur les prix au niveau européen. Aujourd'hui, dans les années 90, il a été fait le choix par l'Europe d'accompagner sa agriculture avec des aides à la surface
et des aides sur du premier et du deuxième pilier, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, des aides à la surface ou des aides sur l'adéquation entre le sol et le troupeau et le territoire. Les aides à la surface sont aujourd'hui non égalitaires en France, c'est-à-dire suivant la référence qu'on avait à l'époque, on peut avoir plus d'aide à la surface que le voisin, truc, etc. Le paysan de la Bosse qui touche plus que... Peu importe les paysans, mais oui, d'où. Et là, l'Aveyron est dans la phase un peu faible, c'est-à-dire de l'aide à la surface. Par contre, il y a une aide que nous revendiquons qui est forte, c'est la compensation de handicap. Zone de montagne, voilà, nous avions, la profession aveyronnaise a depuis longtemps défendu cet élément-là. La compensation de handicap, c'est-à-dire il faut avoir un animal ou des animaux sur des hectares. Et plus on est intensif, moins la valeur à l'hectare est forte. Plus on est extensif, moins la valeur à l'hectare est forte. C'est-à-dire qu'il y a un optimum qui se situe autour d'un UGB à l'hectare, une unité gros à l'hectare. C'est des questions un petit peu techniques, mais globalement, on est en train de corriger un petit peu le tir. On est en train de corriger le tir. Les aides pour ce département sont importantes, mais on est en train de corriger le tir pour qu'il y ait vraiment un équilibre qui soit donné par rapport aux producteurs qui en ont besoin. Une question alors qui nous est posée par un anonyme concernant le bio. Oui, moi je me pose la question au sujet du bio. Est-ce que vraiment le bio existe à 100% ? Parce que je pense que l'air est pollué de toute façon. Les terres sont polluées. Je ne crois pas qu'en 1 an ou 2 ans, les terres soient dépolluées, depuis le temps qu'on les pollue quand même avec les pesticides et tout ce qu'on veut. Voilà ma question. Alors. L'air est pollué, sûrement un peu moins chez nous que quand on s'approche des grandes villes. C'est pour ça que je ne comprends pas comment on continue à entasser 80% des gens sur 20% du territoire. Je ne comprends pas comment on ne peut pas avoir une politique de la ruralité plus, avec une dimension plus forte, etc. Donc là-dessus, je pense que si on est dans un département qui encore, au niveau de l'adéquation de l'air, on est moins, et de la pollution, on est moins confronté à ce débat-là qu'ailleurs. Le bio, d'une manière générale, je l'ai dit tout à l'heure, le bio dans ce pays a des règles, est soumis à des règles bien identifiées qui font que c'est une façon de faire de la valeur ajoutée ou de travailler autrement qui est prise en compte. Je rappelle que dans ce département, 10% des agriculteurs sont aujourd'hui en bio, 800 sur 8000 exploitations plutôt, 10% et 11% de la surface, donc ce qui est pas mal. C'est pas le premier, mais je crois que c'est le 2e département de France en termes de nombre d'agriculteurs en bio. Le bio aujourd'hui, c'est une référence vue aussi de façon économique. Et en tout cas, je le disais tout à l'heure, je préfère, par rapport à l'identité, je préfère du conventionnel qui est produit chez nous en Aveyron avec une identité forte, et je sais de quoi il en retourne, par rapport à du bio qui vient d'ailleurs et qui, de temps en temps, est vendu dans nos grandes surfaces. Et si c'est du bio aveyronnais, c'est du caviar. C'est du caviar. Une autre question qui nous est posée par Christopher. Alors bonjour, je m'appelle Christopher et je me demandais comment on pourrait trouver un moyen alternatif pour remplacer le sulfate de cuivre et la monoculture. Sulfate, alors ça c'est technique un petit peu, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pas rentrer dans les techniques, mais il y a aujourd'hui des normes qui font que, c'est surtout notamment en viticulture qui est employé ce genre de produit. On est sur des normes et des façons de travailler la terre différentes aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, il y a une technique qui est la technique de conservation des sols qui voit le jour de plus en plus, c'est-à-dire on évite le labour, on évite le ressuyage, etc. Et sous cette addition de recherches techniques qui font que on emploiera les produits pas de la même manière que ce qu'on les employait par le passé, c'est clair. Une question qui nous est posée via le groupe Facebook La Minute Villefranchoise. Est-il normal que les agriculteurs ne vivent pas de leur métier ? Et n'y a-t-il pas un gros malaise quelque part par rapport à cette situation qui peut conduire certains agriculteurs au suicide ? On en revient toujours au même débat. D'abord, la première des choses, c'est un équilibre. Un équilibre où l'agriculteur, il faut qu'il investisse en fonction de ses capacités à développer une production ou une autre. C'est une entreprise, une véritable entreprise. Et donc là-dessus, il faut pouvoir les accompagner, mais aussi il faut qu'ils
qu'ils aient une certaine autonomie, une dimension de gestion de plus en plus. Et j'espère que les jeunes qui doivent être formés, qui arrivent en agriculture, le sauront de plus en plus, cette notion de gestion et d'analyse globale de l'exploitation comme une véritable entreprise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si les revenus sont toujours... il faut aussi rechercher comment on revient à la loi Egalim. Moi, j'y croyais beaucoup. Maintenant, j'attends de voir les résultats. Ça tarde. Je ne sais pas si ça va arriver, mais cette clé de répartition de la valeur ajoutée, et aujourd'hui, il faut que l'agriculteur, l'acte de production, ne soit plus le parent pauvre, quoi, c'est clair. Est-ce que l'Union européenne est adaptée à notre modèle agricole ? Est-ce que nous sommes bien dans l'Europe en tant qu'agriculteurs aveyronnais ou français ? Je crois que les agriculteurs aveyronnais ou français sont, je crois, convaincus du bien fondé de l'Europe, puisque c'est sur les bases de l'agriculture qu'a été créée l'Europe au début, notamment. Je crois que de temps en temps, ils ne comprennent pas cet éloignement des décisions européennes par rapport à ce qui se passe à la réalité du terrain. Un peu trop technocratique, voilà. On va dire, l'Europe. C'est vrai. Je pense que on est piloté par des gens qui ont fait de grandes études, mais qui ont souvent oublié d'aller voir ce qui se passait sur les territoires. Voilà. C'est vrai au niveau de l'Europe, c'est quelquefois vrai dans ce pays. Je pense que les gens devraient... les études, ça ne suffit pas. Les diplômes, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la pratique et la réalité du terrain, comment ça se passe, quoi. Et il faut des gens proches du terrain. Et je les inciterai, je suis un défenseur de faire en sorte que les décisions restent le plus près possible de la proximité, que la proximité soit une règle, que ce soit au niveau de mes responsabilités agricoles ou dans mes responsabilités communales. Et c'est important pour moi de garder cet acte de décision le plus près possible de la proximité du terrain. Et si j'ai un souhait, c'est que nos décideurs, même s'ils ont fait des grandes études, qui viennent voir un peu comment ça se passe, la réalité du terrain, parce que de temps en temps, ils en sont déconnectés. Eh bien, très bien, on espère que vous allez être entendu et que la graine que vous venez de planter viendra à son terme et germera dans l'idée des décideurs de notre beau pays. Il est désormais temps de nous séparer, après ce passionnant entretien avec Jacques Aumolière, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, que nous remercions pour l'amabilité et l'amitié qu'il nous a faite en acceptant cette invitation. Nous nous retrouverons le mois prochain avec un autre invité issu du monde économique ou associatif du Villefranchois. Nous nous séparons avec un morceau que vous nous avez suggéré. Il s'agit de Sardou, les lacs du Connemara. Alors, pourquoi les lacs ? Vous parliez tout à l'heure des retenues collinaires. Ça a un lien. Ça a un lien. On se quitte avec Michel Sardou. Au revoir.